Bienvenue à tous sur Basic Dev, la chaîne qui vous parle des ordinateurs et de la programmation. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler des modifications que je vais apporter à cette vidéo. Je tenais à la rendre plus dynamique et plus interactive. C'est pourquoi tout au long de cette vidéo et au montage, j'intégrerai des liens qui vont vous permettre de pouvoir circuler d'une section à l'autre au gré de votre envie et de votre humeur. C'est pourquoi je vous conseille, si vous voulez avoir accès à ces fonctionnalités, d'activer les annotations sur cette vidéo. Tout d'abord, dans la barre de titre, je mettrai un lien sur le sommaire. Ça vous permettra de revenir sur cette page et de pouvoir sélectionner la section qui vous intéresse. Ensuite, pour chaque section, j'intégrerai un lien qui vous permettra d'aller directement à la section concernée. Ainsi, lorsque vous revisionnerez cette vidéo, vous pouvez directement passer à la section qui vous intéresse et que vous voulez revoir. J'espère que cette fonctionnalité vous plaira et tout de suite, commençons la vidéo. Alors, au sommaire, dans cette vidéo, je commencerai par quelques définitions, parce qu'il est important, quand on veut pouvoir communiquer, d'avoir les mêmes bases de communication. Ensuite, je vous parlerai des systèmes décimal et binaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo, où je parlais des ordinateurs et entre autres du système de communication, où j'ai établi les bases des systèmes décimal et binaire. Si, vous pouvez cliquer, n'ayez pas peur. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et ça mettra celle-ci en pause. Vous pouvez revenir après, il n'y a pas de problème. C'est bon? On continue. Une fois les deux systèmes bien intégrés, je parlerai plus en profondeur du système binaire. Et là, vous vous rendrez compte à quel point un système peut être petit, complexe et pourtant facile à comprendre. Et en bonus, dans cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi les capacités de vos disques durs sont différentes à partir du moment où vous l'achetez jusqu'au moment où vous le connectez à votre système. Ensuite, je vous parlerai du système hexadécimal pour terminer par les portes logiques qui sont si chères à votre processeur. Alors, c'est parti, en avant la musique pour quelques définitions. En premier lieu, nous allons voir le caractère. Alors, le caractère, c'est un signe graphique d'un système d'écriture. Alors, le système d'écriture n'est pas bien compliqué, c'est le système d'écriture que nous connaissons tous et que nous utilisons pour communiquer à l'écrit. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir les différents signes graphiques que l'on peut avoir pour les systèmes de communication. Alors, tout d'abord, nous avons les caractères numériques, qui sont composés, comme vous le savez, des différents chiffres de 0 à 9, qui nous permettent de créer des nombres comme 5, 28, 542,4. Et remarquez que 5 est non seulement un chiffre, mais aussi un nombre. Car quand vous calculez avec des nombres, et le nombre 5 est composé de l'unique chiffre 5. En comparaison, le nombre 28 est composé des deux chiffres 2 et 8. Ensuite, nous avons les caractères alphabétiques, qui comprennent toutes les lettres de l'alphabet, de A jusqu'à Z, que ce soit en minuscule ou en majuscule. Et, tout comme les nombres et les chiffres, avec les lettres, vous pouvez écrire des mots, y compris des mots d'une seule lettre, comme le A ou le Y. Voyons maintenant l'ensemble des caractères alphanumériques. Alors, c'est l'ensemble le plus simple car il est composé de l'ensemble des caractères numériques et des caractères alphabétiques. Pas besoin d'aller plus en profondeur pour expliquer les alphanumériques. Nous pouvons donc passer maintenant aux caractères semi-graphiques. Alors, pourquoi semi-graphiques? Eh bien, tout simplement parce que ce ne sont pas des dessins, ce sont des caractères, tout comme les chiffres et des lettres, sauf qu'ils sont représentés par des dessins. Voici quelques exemples. Pour les plus vieux d'entre vous, vous les avez probablement déjà vus, et ces caractères étaient souvent utilisés, par exemple, dans le système d'exploitation DOS, qui, je le rappelle, n'était pas du tout graphique. D'ailleurs, voilà un exemple de programme qui fonctionnait sous DOS et qui était non graphique. Les contours des boutons étaient simplement dessinés avec les caractères graphiques et avec différentes couleurs pour simuler des ombrages, etc. Et pour le fun, voici maintenant un petit jeu non graphique. Ah oui, c'était la belle époque. Bon, maintenant vous conviendrez que pour pouvoir créer des dessins de manière graphique, on peut très bien utiliser autre chose que les caractères semi-graphiques, comme tout ce qui est alphanumérique, ponctuation et autres caractères.
Et vous en conviendrez, c'est quand même joli. Ah, il y a quand même des artistes. Bon, passons maintenant aux autres caractères visuels. Et étant donné que cette vidéo n'a pas pour but de vous expliquer la littérature, nous retrouverons dans les caractères visuels la ponctuation ainsi que tous les autres caractères usuels que nous utilisons. Et nous terminerons le tour de notre ensemble de caractères par les caractères d'échappement. Alors, un caractère d'échappement, c'est un caractère qui déclenche une interprétation alternative. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, en fait, c'est un caractère qui n'est pas visuel. C'est un caractère qui est interprété par votre système pour faire une action précise. Il y a deux types de caractères d'échappement. Le premier étant un caractère unique interprété par votre système. On retrouve par exemple le caractère d'échappement pour la tabulation. Vous savez, cette touche à double flèche sur la gauche de votre clavier qui vous permet d'aligner les informations et donc d'avoir une meilleure vue de l'ensemble de vos informations. On peut retrouver aussi le Carry Edge Return et le Line Feed, qui sont en fait deux caractères que vous connaissez implicitement. Si sur votre clavier vous n'avez pas la touche Enter ou Entrée, vous avez en fait une flèche qui descend et qui part vers la gauche. C'est en fait cette flèche qui représente, en descendant le Line Feed et en allant sur la gauche, le Carry Edge Return. Alors le Line Feed permet en fait de dire au système qu'il doit passer à la ligne suivante. Et le Carry Edge Return vient en fait des anciennes machines à écrire et qui permettait en fait de revenir en début de ligne quand on entendait le petit tintement qui signifiait qu'on allait bientôt arriver au bout. Et si vous avez connu les machines à écrire, vous savez que, arrivé en bout de ligne, pour revenir au début, il y avait une manette sur la droite que l'on poussait et il y avait deux mouvements mécaniques. Le premier faisait tourner le rouleau pour passer la ligne suivante et le deuxième poussait le rouleau en début de course pour revenir en début de ligne. Alors, il faut savoir également que sur certains systèmes, le code d'échappement du Carry Edge Return et du Line Feed est différent. Par exemple, sous Windows, vous avez besoin des deux pour revenir en début de ligne et aller à la ligne suivante, alors que sous Unix, vous n'en avez besoin que d'un seul. Carry Edge Return fait en fait office des deux caractères d'échappement. Et un dernier exemple, le Form Feed. Alors le Form Feed, c'est par exemple sous Word, vous avez le page suivante. C'est en fait un caractère qui dit au système, maintenant je veux qu'on passe à la page suivante. C'était très utilisé quand on imprimait encore sur des vieilles machines avec le papier, avec les trous sur les côtés, donc qui étaient entraînés par deux rouleaux et des pointes. Et ça permettait en fait de ne pas gérer la taille des papiers. Il suffisait tout simplement d'envoyer ce code d'échappement à l'imprimante, et l'imprimante, elle, étant paramétrée pour ces papiers, pouvait facilement aller au début de la page suivante. Voilà, ça c'était la première façon d'utiliser les caractères d'échappement, donc les caractères uniques. Une deuxième façon d'utiliser les caractères d'échappement, surtout en programmation ou dans les lignes de commande, c'est d'utiliser un caractère bien spécifique qui va signifier au système que le caractère suivant doit être interprété. Alors on voit par exemple le backslash qui est très utilisé comme caractère d'échappement, et backslash t correspond en fait à une tabulation, le backslash n correspond au Carry Edge Return Line Feed et le slash f correspond au Form Feed. Ainsi, quand votre programme doit interpréter les caractères, dès qu'il rencontre le backslash, il sait que le caractère suivant va lui indiquer ce qu'il doit faire exactement. Et voilà qui termine notre introduction sur les différents caractères. C'était pas bien énorme, mais on a fait tout le tour. Nous pouvons maintenant passer au système numérique. Alors, petit rappel du système décimal. C'est un système en base 10, donc qui comprend 10 caractères numériques. Et avec ces caractères numériques, nous avons la possibilité, par exemple, de faire soit des entiers, soit des décimaux. Et comme tout le monde le sait, les nombres décimaux sont composés d'une partie entière et d'une partie fractionnaire. Petite parenthèse, je vous montre ici que j'ai utilisé la virgule, parce que vous êtes habitué à utiliser la virgule pour commencer la partie décimale.
Mais il va falloir maintenant commencer à prendre l'habitude d'utiliser le point, car l'informatique est à la base anglo-saxonne. Et donc, la virgule, c'est un point. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà, nous allons maintenant parler des unités. Donc, dans le décimal, les unités sont des puissances de 10 et sont même des multiples de 10 exposant 3. Nous avons donc le kilo qui correspond à 10 exposant 3, donc 1000, le méga à 10 exposant 6, donc le million, le giga à 10 exposant 9, donc c'est le milliard, et le téra 10 exposant 12 qui est le billion. Et je ne vous parle pas du péta, de l'hexa, du zeta et d'autres iota, qui sont tout de même des unités beaucoup trop grandes encore à l'heure actuelle. Enfin, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Voilà, maintenant nous pouvons passer au binaire. Alors le binaire, c'est en base 2, il y a donc deux caractères, 0 et 1, et les unités sont des puissances de 2. Nous avons le kibi, qui est 2 puissance 10, le mebi, 2 puissance 20, le jibi, 2 puissance 30, et le tebi, 2 puissance 40. Et c'est là que je regrette de ne pas vous entendre. Mais qu'est-ce qu'il me raconte avec ces kibi, mebi, jibi, tebi? Eh bien en fait, il faut savoir que 2 puissance 10, qui est égal à 1024, est ce qui se rapproche le plus de 1000, qui est 10 puissance 3 dans le système décimal. Et que dans ce système décimal, on utilise le système international, ou SI, qui est de 10 puissance 3 égale à 1000, alors qu'en informatique, on utilise le standard IEEE 1541, qui est de 2 puissance 10, qui est égal à 1024. Et c'est justement là que le bas blesse, mais on en reparlera plus tard. Pour le moment, nous allons parler plus en profondeur du système binaire et pourquoi si petit et pourtant si complexe. Alors, quelques notions de base. Nous avons la plus petite donnée qui s'appelle le bit. Oui, j'ai bien dit le bit. Merci dans les commentaires. Alors, la représentation, c'est facile, vous mettez un 0, puisque la valeur possible c'est 0 ou 1. Bon, moi j'aurais pu mettre 1, mais j'ai mis 0. Vous faites comme vous voulez, de toute façon, maintenant, chaque fois que vous écrirez un 0 ou un 1, vous pourrez l'appeler comme vous voulez. Je ne rentre pas dans le débat. Ce qui est plus intéressant, par contre, c'est quand on les regroupe par 4. Alors là, on les appelle des nibbles, oui, bon, vous les appelez comme vous voulez. De toute façon, dans la littérature, c'est vraiment très peu utilisé. Par contre, la représentation, elle, vous allez en manger. Donc, vous prenez 4 bits, vous les alignez et vous obtenez un truc. Voilà. Comme par exemple 0101. Et la valeur possible d'un nibble, c'est entre 0 et 15. Alors, pourquoi c'est intéressant? Tout simplement au niveau de la lecture. Quand vous avez toute une série de 0 et de 1 qui se suivent, il est assez difficile de pouvoir les lire. Donc, par habitude, on a commencé à les regrouper par 4. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, si on prend un groupement de 2 nibbles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, on obtient un octet ou un byte. Alors, un octet, c'est 8 bits au total. Alors, petite parenthèse, l'octet peut très bien être utilisé en français comme en anglais. C'était d'ailleurs préconisé par les informaticiens de l'époque, parce que le byte, en fait, était surtout utilisé pour l'adressage en mémoire. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et donc, dans certains langages, comme par exemple le C, un byte pouvait très bien valoir plus de 8 bits. Et donc, quand on voulait parler d'un groupement de 8 bits, on devait utiliser octet en anglais comme en français. Bon, maintenant les choses sont beaucoup plus simples. On a défini qu'un byte, ça devait être 8 bits. Donc maintenant, que vous utilisiez octet ou byte, peu importe. Maintenant, parlons un peu des bits de poids fort et de poids faible. Alors, je vous donne un exemple, 0101. Et le 1 qui se trouve à droite est dit de poids faible. Et le 0, qui lui est tout à gauche, est dit de poids fort.
Alors, d'abord, poids faible parce que le 1 qui est à droite correspond en fait aux plus petites valeurs, 0, 1, alors que le poids fort, lui, correspond au nombre le plus grand dans la série des bits qui sont présentés. Et maintenant, pourquoi donner des noms au premier et au dernier? Eh bien, c'est très utilisé, par exemple, dans le système numérique. S'il faut définir un nombre négatif ou positif, étant donné que l'ordinateur ne comprend que des 0 et des 1, une manière de faire était de prendre le bit de poids fort et s'il est égal à 0, le nombre est positif, s'il est égal à 1, le nombre est négatif. Mais j'en reparlerai aussi dans une prochaine vidéo. Alors, tout comme dans le système décimal, chaque élément d'un nombre est en fait une puissance de 10. Eh bien, ici, dans le système binaire, chaque élément est une puissance de 2. Dans l'exemple 1, 0, 1, 1, nous avons le premier 1 qui est en fait une puissance de 2. Nous avons 2 puissance 3. Le deuxième, donc le 0, est une puissance de 2, 2 puissance 2. Le troisième, c'est 2 puissance 1. Et le quatrième, c'est 2 puissance 0. Alors, petit rappel, quand on fait puissance 0, ça donne toujours 1. Donc, si nous avons un 1 à cette position, c'est 1 fois 1 qui donne la valeur 1. Si on a 0, c'est 0 fois 1 qui donne la valeur 0. Nous avons donc pour le bit de poids faible 0 ou 1, ce qui est tout à fait logique. Et donc, en quatrième position, on aura une puissance 3 et non pas une puissance 4. Maintenant, il suffit, par exemple, si on veut avoir sa valeur dans le système décimal, de calculer 1 fois 2 puissance 3 plus 0 fois 2 puissance 2 plus 1 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0, c'est égal à 8 plus 0 plus 2 plus 1 égale 11. Nous avons donc 1, 0, 1, 1 dans le système binaire qui vaut 11 dans le système décimal. Une petite synthèse maintenant sur tout ce qu'on a vu et reprenons les unités. Je vous donne un exemple. 1 byte, nous savons que c'est égal à 8 bits. Et dans le système IEEE, si je veux 1 KB ou 1 KB, c'est 2 exposant 10 bytes. Et c'est en fait 1024 bytes. Il ne faut donc pas le confondre avec le kilobyte qui vaut 10 exposant 3 bytes et donc 1000 bytes. Il y a encore quelques petits trucs à savoir au niveau du système binaire. On a par exemple quelques réflexes à avoir. Écrire les séries de bits en nibbles, c'est-à-dire les regrouper par 4. C'est beaucoup plus lisible. Il faut aussi connaître les premières puissances de 2. C'est un minimum si on veut vraiment travailler dans le système binaire. Donc ils ne sont pas bien compliqués. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 628, 256, 512, 1024, 2048. Alors si je prends par exemple 1578 dans le système décimal, comment je fais pour le transformer en système binaire? Eh bien c'est simple, je vais prendre la plus grande puissance de 2 qui se rapproche le plus de 1578 et on trouve 1024. On a donc 1 fois 1024 et il nous reste 554. Ensuite, je peux prendre une autre puissance de 2 qui se rapproche de 554 qui est 512. Donc 1 fois 512, il nous reste 42. Bon, ensuite, la puissance suivante, c'est 256. Je ne peux pas l'utiliser, donc c'est 0 fois. 128 est encore trop grand, donc 0 fois. 64 est toujours trop grand, donc encore 0 fois. Maintenant, on peut utiliser le 32. Donc 1 fois 32, et sur les 42, il nous reste 10. Ensuite, 0 fois 16, parce que c'est pas assez, c'est trop grand. Et puis 1 fois 8, il nous reste 2. 0 fois 4, il reste toujours 2. 1 fois 2, il ne reste plus rien. Et comme il ne reste plus rien, tout le reste peut être mis à 0. Bon, là, il n'en reste qu'un, c'est 0 fois 1. Et on a donc, dans l'ordre, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ensuite, nous décrivons ça sous forme de nibbles. Donc, 110, 0010, 1010.
Et pour terminer, nous complétons le premier nibble, qui doit avoir 4 caractères, par un 0 non significatif devant, et donc nous avons 0, 110 pour le premier nibble. Et voilà qui termine notre chapitre sur le système binaire. Alors maintenant, comme promis, le petit bonus. Pourquoi, quand j'achète un disque dur de 2 Tera, une fois que j'arrive sur Windows et que je connecte mon disque dur, je n'ai plus que 1 Teraoctet. Ça donne vraiment l'impression d'aller chez le boucher, s'acheter un bon gros steak et une fois qu'il est cuit, on n'a plus que la moitié dans l'assiette. Alors l'explication est à la fois simple et compliquée. Il faut savoir que les constructeurs utilisent la norme SI et c'est à leur avantage bien évidemment. Donc quand ils écrivent 2 TB, 2 terabytes ou teraoctets, il y a bien 2 fois 10 exposant 12 bytes, c'est-à-dire 2 billions de bytes. Alors que sous Windows, c'est 2 TB-bytes, à savoir 2 fois 2 exposant 40 bytes. Donc, un truc horrible. Du truc genre 2 199 23 255 552. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une grande différence et que par exemple 2 terabytes ne correspondent en fait qu'à 1,818989 TI-bytes. Alors, encore un peu d'histoire. Au début de l'informatique, utiliser des mégas, des gigas et des téras, c'était pas très courant. On utilisait surtout les kilos et les kibis. Et en fait, la différence entre les deux était de 2%. Et donc, les informaticiens, de réputation très fainéant, ayant l'habitude d'utiliser le système, le SI, Système International, pour écrire des puissances, utilisaient le K plutôt que le KI. Et donc, quand on est passé au méga, la différence a commencé à s'accroître, 5%, mais c'était pas encore énorme, donc pas de problème. Et puis on est passé au giga. Là, les gens ont commencé à se poser des questions, mais on avait toujours l'habitude d'utiliser des G au lieu des GI. Maintenant que nous sommes au Tera, la différence est quand même de 10%, ça se voit beaucoup plus, mais on n'assiste toujours pas pour bien distinguer les deux systèmes et les deux types d'unités. Bon, maintenant, question, à qui la faute ? Moi, personnellement, je ne dis rien. Voilà qui termine notre petit bonus sur les capacités des mémoires de masse. Nous pouvons maintenant passer au système hexadécimal. Alors, le système hexadécimal, c'est un système en base 16. Donc, il y a 16 caractères différents. Étant donné que nous n'avons que 10 chiffres à notre disposition, nous allons utiliser les 6 premières lettres de l'alphabet pour constituer les 16 caractères dont a besoin le système hexadécimal pour être écrit. Nous avons donc des puissances de 16. Alors, petit rappel au niveau du système binaire, le système binaire est en base 2 et quand on les écrit sous forme de nibble, il y a 4 bits. Et la valeur allant de 0 à 15 donne 16 valeurs possibles. À partir de là, vous l'aurez compris, il y a vraiment un lien assez petit entre la base 16 et la base 2. Je donne un exemple ici d'un nombre binaire. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, écrit sous forme de nibbles. Je vais scinder en deux ce nombre et je vais l'écrire sous forme de bytes. Donc d'un côté j'aurai 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, qui formera mon premier byte, et le 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 qui formera le deuxième. Regardons à présent ce que l'on peut faire avec le premier byte. Si on regarde le premier nibble du byte, 1, 1, 0, 1, on voit que sa valeur est 13. Et 13, dans le système hexadécimal, c'est D. Ensuite, sur le deuxième nibble, nous voyons que 110 correspond à 6. Et 6, en base 16, c'est 6. Regardons maintenant le deuxième byte et nous pouvons avoir la même correspondance. 101 est égal à 5
et 1100 qui est égal à 12. Et 12 en système hexadécimal, c'est C. Nos deux bytes peuvent maintenant s'écrire D6 et 5C comme valeur en hexadécimal. Vous conviendrez que c'est quand même beaucoup plus lisible que le premier nombre binaire que je vous ai cité tout à l'heure. Alors voyons maintenant comment passer de l'hexadécimal au système décimal. Eh bien, étant donné que ce sont des puissances de 16, on le fait tout comme le système décimal ou le système binaire, nous allons calculer chaque valeur hexadécimale suivant sa position. Alors nous avons le premier, D, qui a comme valeur 13, fois 16 exposant 3, parce qu'il est en quatrième position. 6 fois 16 exposant 2, 5 fois 16 exposant 1 et 12 fois 16 exposant 0, ce qui nous donne 53 248 plus 1536 plus 80 plus 12 qui donne 54 876 en système décimal. Notez qu'il est beaucoup plus facile de passer de l'hexadécimal au système décimal que l'inverse. Et bien souvent, quand on doit le faire, on va passer par le système binaire avant de retourner sur le système hexadécimal, ce qui est beaucoup plus facile. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser la calculatrice Windows en mode d'affichage programmeur qui va vous permettre d'afficher les informations en hexa, en décimal, en octal ou en binaire. Bon, l'octal, j'en ai pas parlé, j'en parlerai peut-être plus tard. Il faut juste savoir que l'octal, c'est en fait une base 8 et que 8 correspond au byte ou à l'octet. Donc, est-ce bien nécessaire d'en parler? On verra. Alors, le système hexadécimal, pourquoi c'est faire ce truc? Eh bien, déjà, c'est beaucoup plus lisible que d'écrire en binaire. Et deuxièmement, il y a pas mal d'informations qui se basent donc sur le byte, à savoir les 256 possibilités, et entre autres, nous retrouvons ça dans les couleurs. Les couleurs RVB, donc rouge, vert, bleu. Nous voyons qu'il y a possibilité de monter jusqu'à 255 au maximum, donc de 0 à 255, et que ça nous permet de pouvoir définir une couleur bien spécifique. Et de cette manière, en utilisant l'hexadécimal, on peut, en informatique, au niveau de l'encodage, définir une valeur hexadécimale, donc deux hexadécimaux qui correspondent en fait à un byte pour donner une valeur bien spécifique. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, 0 à 255, pourquoi ne pas utiliser du numérique? Je répondrai oui, de toute façon. Mais n'oublions pas que à la base, on travaille avec la mémoire et que la mémoire est adressée en bytes. Et donc, c'est plus facile, enfin, programmaticalement parlant, d'utiliser les bytes que des numériques et de devoir transposer l'un et l'autre. Alors, une autre utilisation, par exemple, c'est dans le GUID. Alors, le GUID, Globally Unique Identifier, est en fait un GUID composé de 128 bits, donc de 16 octets. Et une manière de l'écrire facilement, c'est d'utiliser l'hexadécimal. Alors ce GUID, juste pour info, j'en parlerai probablement plus tard, c'est en fait ce qui désigne un identifiant unique. À savoir, en informatique, si vous demandez de créer un GUID, il sera toujours unique. Quel que soit le moment, quel que soit le système que vous allez utiliser, vous aurez toujours un nombre qui est unique dans le temps. Jamais il n'a été créé et plus jamais il ne pourra être créé. C'est le principe du GUID en fait. Donc il y a tout un algorithme derrière qui permet de créer un nombre qui est toujours unique. Voilà, nous pouvons maintenant passer à la dernière partie, les portes logiques, comme je l'ai dit, qui sont si chères à votre processeur. Alors, pourquoi si cher? Eh bien, donc, nous l'avons vu précédemment et dans la première vidéo, le processeur communique avec la mémoire vive et donc il y a les informations qui transitent. Mais le processeur n'est capable que d'identifier des 0 et des 1, comme nous l'avons vu. Et d'ailleurs, encore une petite parenthèse, on dit souvent que le binaire correspond au courant qui passe ou au courant qui ne passe pas.
En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est la différence entre un haut potentiel et un bas potentiel. Donc, il y a un certain potentiel où le courant arrive à passer, c'est un 1, ou un potentiel plus faible où le courant n'arrive pas à passer dans les composants, et à ce moment-là, c'est un 0. Et donc, avec ce 0 ou 1, avec cette capacité à savoir si le courant passe ou si le courant ne passe pas, il y a plusieurs portes logiques possibles. Alors, qu'est-ce qu'une porte logique? C'est tout simplement un état. Nous avons par exemple l'état vrai ou true qui correspond à 1, donc pour le passage du courant, ou on va dire que dans une mémoire, dans une zone mémoire, il y a un courant qui passe. Et à l'inverse, si le courant ne passe pas, nous aurons faux ou false. Le processeur est également à même d'identifier, de tester en fait deux zones mémoire et donc de vérifier s'il y a du courant qui passe dans ces deux zones mémoire avec cette porte logique et ou AND. Donc, il faut qu'il y ait du courant dans la première zone mémoire et dans la deuxième zone mémoire pour que le résultat soit vrai. Si nous avons par exemple 1 et 0, le courant ne passe que dans un mais pas dans l'autre, le résultat sera faux. Et si nous avons 0, 0, même résultat, ce sera faux. Il faut absolument que le premier et le deuxième soient vrais pour que AND retourne vrai. Et associé à cela, nous avons une autre porte logique qui est le OR ou le OU qui permet de définir si le courant passe dans une zone ou dans l'autre zone ou dans les deux, mais au moins un des deux. Donc en fait, le OR répondra toujours vrai, sauf dans le cas d'un 0,0, puisqu'il faut au moins 1 pour que ce soit vrai. S'ils sont tous les deux faux, le OR renverra faux. Et enfin, nous avons le NOT ou le non. Et avec le non, on appelle aussi un inverseur. Ça permet en fait d'inverser le résultat. Si on veut un non vrai, si on lui donne vrai et qu'on veut un non vrai, va donner faux. Si on a false, un non false donnera vrai. Si on a un AND qui renvoie 1, le non AND renverra 0. Si on a un OU qui renvoie faux, par exemple, le non OU renverra vrai. Voilà, c'est juste un inverseur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien, en fait, on peut faire énormément de choses. Et entre autres, je vais vous expliquer une autre porte logique, le XOR, qui vient de Exclusive OR, ou le OU exclusif en français, qui est très utilisé. Entre autres en cryptographie, par exemple, mais bon, ça a énormément d'utilité. Et je vais un petit peu vous expliquer le fonctionnement. Alors, imaginons que nous voulions vérifier par un XOR deux zones mémoire, un 0 et un 1. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur de ce XOR? Tout d'abord, nous allons injecter les deux valeurs en entrée et il résultera une unique valeur, vrai ou faux, en sortie. Et je me rends compte que je ne vous ai même pas expliqué ce que c'est que le OU exclusif. Eh bien, en fait, le OU exclusif, c'est de dire qu'il y a du courant qui passe dans un ou dans l'autre, mais pas dans les deux. Donc c'est la grande distinction qu'il y a à faire avec le OU que nous avons vu précédemment, qui lui acceptait les deux valeurs. Ici, le XOR ne permet pas les deux valeurs. Ça ne peut être qu'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc revenons-en à notre explication sur le XOR et sur son fonctionnement. Et on revient sur la définition. La définition, c'est qu'il faut absolument deux choses. Donc nous avons un AND. Et d'un côté, il faut qu'il y ait une valeur qui soit vraie. Donc un OR. Et de l'autre, il ne peut pas y avoir les deux valeurs en même temps. Donc un NOT AND. Maintenant, on peut donc faire le test avec le OU. On rentre les deux valeurs 0, 1. Est-ce que
le OR va renvoyer vrai ou faux? Eh bien, il doit y en avoir au moins un des deux. Effectivement, il y en a au moins un des deux. Donc le OR va envoyer vrai. De l'autre côté, nous injectons les deux valeurs 0, 1 et on demande est-ce que les deux valeurs avec AND, est-ce que les deux valeurs sont vraies? Ben non, non, les deux valeurs sont pas vraies. Bon, maintenant, je ne veux pas le non, donc j'aurai un oui. Et ainsi, le AND final recevra à gauche un vrai, recevra à droite un vrai, et est-ce que les deux sont vrais avec le AND? Oui. Donc le XOR pour la valeur 0, 1 renverra oui. Alors on peut tester maintenant, par exemple 0, 0. Bah déjà le 0, 0 ne passe pas le premier test du OU. Est-ce que 0, 0 c'est l'un ou l'autre? Bah non, c'est aucun des deux. Voilà, donc on peut tester par exemple avec 1, 1. Alors ça passera le test du 1, ça passera le test du premier AND, puisque 1 et 1 c'est vrai, mais si je ne veux pas vrai, j'aurai faux. Et donc dans le AND final, on aura vrai d'un côté et faux de l'autre. Et est-ce que c'est vrai et faux? Bah non. Donc ça renverra faux. Et ainsi, vous pouvez voir un petit algorithme avec les différentes portes logiques de base qui nous permettent de créer une autre porte logique en imbriquant ces différentes premières portes. Alors, une petite chose que j'ai oublié également, true et false sont en fait des portes qui n'ont pas, qui sont sans entrée. Il n'y a pas d'entrée. En fait, c'est où ça passe pas de toute façon. Ensuite, nous avons le NOT. Le NOT, lui, c'est ce qu'on appelle une porte à une entrée. Ben oui, on entre une valeur et il sort une valeur. Et ensuite, nous avons le et, le ou même le XOR par exemple que je viens de montrer, qui sont des portes à deux entrées. Donc, c'est-à-dire on injecte deux valeurs et ces deux valeurs sont testées pour avoir un résultat en sortie. Et voilà, ceci termine cette deuxième vidéo consacrée au système numérique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu ou rouge, ça vous faites comme vous voulez. Merci de partager sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'autour de vous, des personnes sont intéressées par le contenu de mes vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous, je tâcherai de répondre autant que possible. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.